Hi, welcome to our most recent Tush Talk. Today we'll... Bonjour et bienvenue à Parlons de Popotin. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'activité physique avant, pendant et après le traitement. Nous avons le plaisir d'avoir deux individus de Hope and Cope, Anthea Wang, qui est kinésiologue qui spécialise dans la réhabilitation en cancer pour la chirurgie et d'autres traitements, et aussi Nadia Smirnov, qui est physiothérapeute et thérapeute en lymphodème certifié pour Hope and Cope. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons souvent la question des patients au sujet de comment et quand intégrer l'activité physique dans leur processus de cancérologie. Nous avons remarqué à travers différentes recherches avec des patients en cancer colorectal que ça a une grosse avantage dans la santé physique et la santé mentale quand c'est amené le plus tôt possible dans le processus. Et on voulait avoir une opportunité de voir avec vous si vous avez des trucs pour donner à nos patients dans cette intégration-là. Oui, bien sûr. Et merci de nous avoir invités. Nous sommes heureuses de répondre à ces questions-là. On a une petite présentation de préparer. Alors, on peut la montrer si vous êtes prête. Oui, très heureuse de le faire. Oui, est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Super. Alors, ici, on va parler du rôle de l'activité physique. Prochaine diapo. Et encore une fois, merci pour la belle introduction. Passons directement. Alors, comme vous avez dit, moi je suis kinésiologue et ça veut dire que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une spécialiste en exercice et conditionnement. Alors, ma première recommandation pour n'importe qui vient d'avoir un diagnostic de cancer colorectal, c'est de juste commencer à bouger. Et le plus tôt possible. On veut éviter l'inaction, l'inactivité. Et dans le cas où on est un candidat pour la chirurgie, c'est fortement recommandé de faire de l'exercice. OK? Alors, disons qu'on a tous un marathon à courir. Techniquement, on peut tous le courir demain si on voulait, mais on ferait mieux si on prenait le temps de s'entraîner avant. Et c'est la même chose pour la chirurgie. Alors, cliniquement parlant, les patients qui sont en meilleure forme ont plus tendance à avoir une meilleure récupération après la chirurgie et plus rapide aussi. Parce qu'il faut voir la chirurgie comme un gros stress physiologique sur le corps. Et l'exercice a l'habilité d'aussi causer ce stress-là au corps. Alors disons que vous faites de l'exercice pendant quelques semaines. À ce point-ci, les organes, les tissus se sont adaptés et sont mieux équipés à résister le stress de la chirurgie. Alors, la chirurgie, c'est vraiment comme courir un marathon. C'est mieux de préparer le corps pour, et ce processus s'appelle la préhabilitation. Et des bonnes habitudes de vie peuvent vous amener loin. Prendre soin de votre tête, de votre corps, de la bonne nutrition, de la santé mentale et bien sûr faire de l'exercice. C'est très, très important pour la chirurgie et à travers le processus en cancer. Alors, si on se concentre sur l'exercice maintenant, j'aimerais parler des lignes directrices. Alors, par semaine, le Collège de médecine sportive des États-Unis disent qu'on devrait faire entre 150 et 300 minutes d'intensité modérée ou de 75 à 150 minutes d'intensité vigoureuse. Et ça, c'est par semaine. Peut-être modéré, vigoureux ne veut pas dire beaucoup pour vous. Alors voici des exemples. Alors, modéré, c'est marcher vigoureusement, de l'aérobie sous l'eau et de la bicyclette sur le plat. Alors, on sent un effort, mais vous devriez être capable de parler en même temps. Mais l'intensité vigoureuse, c'est quelque chose de beaucoup plus intensif. Alors, ça serait beaucoup plus difficile de parler en même temps. Alors, ça serait le plus optimal que vous devriez être en train de faire. Alors, j'ai parlé de cardio. Maintenant, je vais parler de, d'entraînement de muscles. Je vais vous interrompre un instant. Alors, si je suis un patient
qu'il y a des bas niveaux d'énergie, je suis fatigué. Est-ce que je peux couper ce 150 minutes en petits morceaux? Est-ce que c'est le même, même si c'est juste 10 minutes à la fois? Oui, absolument. Parce que ces lignes directrices-là sont par semaine, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de continu. Alors même si pendant la semaine, vous êtes capable d'implanter ce montant-là, euh, super. Si vous faites des 5 minutes, des 10 minutes, ça compte tous. C'est cumulatif. En même temps, et on va parler un peu de ça, c'est beaucoup de minutes à la fin d'une semaine. Alors, on va parler de la gestion de l'énergie dans quelques minutes et c'est Nadia qui va couvrir ça. Mais moi, je veux juste parler des lignes directrices en général. Mais c'est une très bonne question. Alors maintenant, pour l'entraînement de force. Alors, les recommandations, c'est il faut entraîner ses muscles au moins 2 fois par semaine, 2 jours différents et de vraiment entraîner tous les groupes musculaires. Alors, si on parle d'entraînement comme ça, on voit toujours le gym, les gros poids. C'est pas ça. Ça n'a pas besoin d'être ça. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des bandes de résistance. Ça peut être le poids corporel. Ça peut être d'autres activités, même pas de l'exercice, comme travailler à faire du jardinage. Peut-être pas pendant l'hiver, mais par exemple, faire de la neige, aller pelleter de la neige, ça peut être de l'entraînement musculaire. Alors, je voulais juste parler des trucs pour le post-chirurgie. Tout ce que j'ai dit, c'est un peu comme en général, avant qu'on arrive à la chirurgie, mais après, les plus gros trucs que j'ai pour les patients, c'est d'éviter des longs moments d'inactivité physique. Ça veut dire pendant le temps de récupération, essayez de ne pas rester couché pendant des heures ou assis pendant des heures. Essayez de prendre l'habitude de vous lever, de marcher, peut-être prendre un verre d'eau, aller à la salle de bain, mettre de l'eau dans les plantes. Le but, c'est qu'il faut se lever et bouger le plus souvent possible pendant la journée. Alors, ça, c'est quelque chose qui va contribuer à la récupération. Une autre chose, alors si après la chirurgie, vous avez une stomie, un sac, alors il y a certaines choses spécifiques auxquelles il faut faire attention si vous faites de l'exercice. OK? D'abord, assurez-vous de vider le sac avant de faire de l'exercice si possible. Alors, évitez de garder votre respiration pendant l'exercice. Alors, assurez-vous d'avoir un bon rythme. Et en général, c'est mieux de consulter un kinésiologue comme moi, physio, comme Nadia, pour de la guidance, pour vous donner des conseils. Qu'est-ce qui est contre-indiqué? Qu'est-ce qui n'est pas recommandé? Qu'est-ce qui est recommandé? Il y a des choses très spécifiques si vous avez un sac de stomie. Alors, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un spécialiste. OK, alors je vais commencer à parler de certains des effets secondaires qu'on voit souvent à cause des traitements, à cause des effets secondaires des traitements. Ça peut être pendant le traitement ou même peuvent persister après. Alors, les voies qu'on voit dans le court terme, fatigue, c'est immense, c'est immense. Ça peut être avec la chimio, la chirurgie, même la radiation. Des fois, il y a de la nausée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir après la chimio, c'est la neuropathie périphérique. On sent un peu un engourdissement au bout des doigts, les pieds, les orteils. Certains traitements vont affecter comment votre corps utilise l'oxygène. Ça peut réduire l'hémoglobine qui amène l'oxygène à travers le corps. Des fois, certains traitements vont causer des problèmes musculaires, de réduire la densité minérale des os. Est-ce que vous voulez dire qu'on va perdre du tonus musculaire que vous avez bâti dans les dernières années? Oui, exactement.
Puis des fois, c'est spécifique au traitement, mais des fois, ça arrive parce que, ben, généralement, on est fatigué après le traitement, après la chirurgie. Puis, après la chirurgie, il faut que j'ai la chimiothérapie ou il faut que j'ai de la radiation. Et c'est cumulatif. Alors, généralement, on est moins actif. Alors, notre corps n'a pas besoin des muscles, utilise moins de, de gaz. Alors, on est ici pour dire un peu, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire ici. Il y a aussi des effets secondaires long terme avec les traitements. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais oui, il y a des traitements où juste d'être inactif à cause de la fatigue, juste des effets cumulatifs de tout, en fait, qu'il y a des plus hauts taux d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'ostéoporose. Alors, c'est définitivement quelque chose qu'on veut adresser. Alors, ça, c'est une diapo très remplie, mais la seule raison que je voulais la montrer, c'est que c'est vraiment très important. Alors, le Collège américain de médecine sportive a fait cette espèce de table ronde avec des spécialistes en exercice pour le cancer et ils sont passés à travers toutes les données. Et ils ont créé des lignes directrices qui ont été mises à jour en 2019. Alors, l'infographie ici, c'est une méta-analyse de toutes les données, la recherche en exercice dans le cancer. Et ils sont passés à travers et ils ont été spécifiques pour le diagnostic de cancer, les sites de cancer et aussi des résultats en santé spécifiques et comment est-ce que l'exercice a un impact. Alors, vous savez, très, très, très rempli, mais je vais juste passer à travers en étapes. Alors, la première chose que je veux parler, c'est que la survie, les taux de survie augmentent et c'est prouvé en cancer du sein, prostate et cancer colorectal. Les taux de survie augmentent avec l'activité physique. C'est pour ça qu'on sait que c'est tellement important d'encourager les patients en cancer colorectal d'avoir un mode de santé sain qui inclut l'activité physique. Alors, pourquoi est-ce que l'exercice aérobique est important spécifiquement pour les effets secondaires en cancérologie? On sait que ça a un impact sur la fatigue, la fatigue causée par les traitements. Ça a une corrélation positive avec la qualité de vie et la fonction physique. Ça peut souvent aider avec les symptômes d'anxiété et de dépression. Alors, quand on regarde au dosage, souvent les recommandations sont 3 fois par semaine, de 30 à 60 minutes par session, de modéré à vigoureux. Alors, Karine, ce que tu as mentionné avant, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, puis on va rentrer dans les détails là-dessus. Ça, c'est les recommandations. Ça ne veut pas dire que si moi je ne peux pas faire ça, je peux rien faire. OK? Alors, si la tank à gaz a besoin de s'ajuster parce que vous êtes à vide et vous n'avez pas assez d'argent pour remplir la tank, ça ne veut pas dire que on va pas mettre 5$ juste pour vous amener un petit peu plus loin. Des petits morceaux. Alors, activité modérée à vigoureux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, NT en a parlé. Alors, le test de parlage. Alors, comment on se sent? Alors, modéré, c'est quelque chose qu'on peut être on est capable d'avoir une conversation, mais on prend une pause à quelques minutes d'intervalle. Vous ne pouvez pas avoir une grande conversation sans prendre de l'air. Une autre façon qu'on peut le voir, alors, c'est de 0 à 10. C'est facile pour les patients à se rappeler. Alors, vous voulez être une intensité entre 3 et 6 pour vraiment avoir cette bonne intensité-là. Alors, ça, c'est deux tests différents qu'on utilise pour les patients pour qu'eux puissent se rendre compte c'est où qu'ils peuvent se retrouver en termes d'intensité. Alors, quand on parle d'exercice à résistance, les données sont très claires là-dessus. Ça aide avec la fatigue. Ça augmente la fonction et la qualité de vie. Et ça peut aussi aider avec la santé osseuse. Et pour avoir les bienfaits, les recommandations, c'est 2 fois par semaine. Et pour la plupart des gens, ils peuvent faire 2 fois de 8 à 15 répétitions
par exercice. Alors, je ferai un exercice, je le répète 8 à 15 fois, je prends une pause, je le fais une autre fois. Ça, c'est 2 sets. Alors, ça serait quoi un bon exemple d'exercice de résistance? Juste pour nous donner du contexte de ce que ça veut dire. Oui, alors, l'exercice de résistance. Puis une chose que je fais, c'est le squat parce que c'est tellement fonctionnel. On se lève et là, on descend en squat. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on fait des squats toute la journée. On s'assoit sur une chaise, on se lève. On va à la salle de bain, on se lève. Pour tous nos patients, c'est juste un mouvement fondamental que notre corps a besoin d'être capable de faire. Puis le bienfait, c'est que ça utilise beaucoup de muscles, beaucoup de gros muscles. Alors, il y a beaucoup d'impact pour très peu. Oui, puis vous n'avez pas besoin d'équipement pour le faire. Exactement, pas du tout. Si c'est très facile, si vous pensez que vous êtes en train de faire 8 à 15, puis vous pourriez en faire 30, alors c'est le temps de faire d'augmenter. Alors comment est-ce que je peux rendre ça plus difficile? Parce que c'est comme ça que notre corps bâtit. Il faut le stresser. Pas ici. Il faut le stresser juste assez pour que le corps d'avoir un stimuli, puis de dire, ah, OK, ils m'ont besoin d'être un petit peu plus fort, comment est-ce que je fais ça? OK, alors là, c'est comme ça qu'on bâtit la force. On ne va pas d'ici à là. On ne court pas le marathon sans s'entraîner. Même idée. Alors, quand on a parlé de fatigue, on sait c'est probablement l'effet secondaire le plus courant que je vois avec la plupart de mes patients, surtout quand ils sont en traitement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si je suis fatigué, si je fais rien, je vais dormir plus, je vais être moins actif. Et là, je vais continuer ce cycle-là et c'est un cycle vicieux de fatigue où mon corps devient déconditionné, mais je lui demande de faire la même chose qu'il y a un mois, mais c'est plus difficile. Alors, je fais encore moins. C'est parce que c'est difficile. Alors, on essaye d'éviter ce cercle vicieux-là de fatigue et de déconditionnement. C'est difficile parce que l'exercice, c'est comme un médicament. Il faut trouver la bonne dose. Si on ne fait pas assez, il n'y a pas de valeur thérapeutique. Puis si on en fait trop, il y a beaucoup d'effets secondaires. Alors, on parle toujours de trouver la bonne dose. Et la bonne dose change de personne à personne, mais aussi avec nous, dépendamment comment on se sent, où on est dans notre cycle de traitement, dépendamment de est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien mangé, c'est quoi mes niveaux de stress. Alors, tout ça rentre ensemble. Alors, oui, il faut les écouter. S'ils sont fatigués, on pourrait dire, OK, aujourd'hui, c'est une journée de repos. Mais, c'est difficile quand on est dans le cycle de fatigue. Est-ce que mon corps est vraiment fatigué ou si j'essayais de bouger, peut-être que j'aurais plus d'oxygène, peut-être je vais mieux me sentir, puis peut-être je vais mieux dormir aussi. Alors, ma première recommandation pour ça, c'est est-ce que vous pouvez sortir du lit? S'il faut rester dans le lit toute la journée, ok, c'est correct. On va juste dire demain, c'est une autre journée. Et ce que j'utilise sur moi, c'est ce que je vais dire. Alors, j'utilise la règle de 5 minutes. Des fois, je reviens du travail, je suis fatigué, je veux pas passer à travers. Oh my god, oh mon Dieu, faut que je fasse. Alors, 5 minutes. 5 minutes. En premier, on s'habille. On s'habille en vêtements d'exercice. Autant de temps que ça prend, mais au moins, vous faites le nécessaire. Puis là, ensuite, c'est 5 minutes. 5 minutes. Je vais faire un réchauffement de 5 minutes. Je vais mettre un timer. Je vais vérifier. Puis vraiment, vraiment vérifier avec soi-même. OK, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que je me sens pire qu'il y a 5 minutes ou est-ce que je me sens mieux? Alors, la plupart du temps, on va se dire, ah, ben en fait, je suis déjà habillé, j'ai déjà commencé, puis OK, je pense que je suis capable de faire un petit entraînement, ou au moins une partie d'un entraînement. Et c'est comme ça qu'on bâtit sur la stratégie.
Oui, puis on continue d'ajouter aux 5 minutes, puis on continue de vérifier avec soi-même après un autre 5 minutes, puis voir comment on se sent. Exactement. Il y a, oui, on donne des lignes directrices, mais il n'y a pas de règles strictes ici. Le corps veut bouger, OK? C'est tout. Le corps se sent mieux quand il bouge, mais il faut lui donner l'opportunité. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne journée. Alors, il faut faut vérifier, puis c'est quelque chose qu'on développe. Comme n'importe quoi, le plus on pratique, le plus facile c'est. Alors, le plus vraiment vous vous parlez à vous-même, le plus vous comprenez comment vous vous sentez, le plus facile c'est pour vous de connecter avec la situation. L'autre stratégie, c'est des fois, quand on est en traitement, l'énergie est cyclique. Alors, il y a des jours après le traitement, il y a un bas. Puis après quelques minutes, il y a un haut. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je fasse tout en même temps. J'ai une bonne journée, alors je vais aller faire mon épicerie, je vais aller acheter des vêtements, je vais aller visiter mes parents. Là, vous rentrez à la maison, puis vous êtes complètement vidé. Vidé. Et là, vous venez d'utiliser l'énergie des 2 prochains jours. Alors, ça, c'est où je m'en viens avec les prochaines diapos, c'est que même si vous avez une bonne journée, étendez l'activité à travers la journée. Si vous avez des choses importantes à faire à des dates spécifiques, écrivez-le. Voyez où se passe la semaine. Voyez où vous pouvez rentrer une activité. Tu sais, si vous avez une journée de fou, si vous avez une prise de sang, visite avec l'oncologue, tout ça, ça vide l'énergie. Alors, vous forcez à faire de l'exercice cette journée-là, ça serait fou. Alors, une autre chose que j'aime visualiser avec mes patients ou que je demande à mes patients de visualiser, c'est la tank à gaz. Alors, une tank à gaz peut être pleine le matin. La plupart du temps, elle ne sera pas pleine. Tu sais, souvent, on l'a rempli le soir d'avant. Alors, dépendamment où vous êtes dans votre tank à gaz, ça va guider combien vous allez utiliser pendant la journée. Mais essayez de vous rappeler de garder un quart de tank pour la prochaine journée parce que la nuit, cette énergie-là va être utilisée pour vous aider à relaxer, à vous reposer, puis remplir les niveaux d'énergie pour la prochaine journée. Alors, quand on pose la question est-ce que je devrais faire de l'exercice, c'est pas une réponse facile et ça va être différent pour tout le monde. Oui, ça prend de la pratique. Faut trouver qu'est-ce qui travaille pour toi et qu'est-ce qui fonctionne pas pour l'énergie. Et je pense que le plus on gagne en expérience, ça c'est on va découvrir nos limites et la prochaine fois, j'arriverai pas là, je vais arrêter avant avec l'expérience. Exactement. J'ai fait tout ça, puis j'ai été mort pendant le reste de la semaine. Puis ok, maintenant tu le sais, ça veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire qu'il faut modifier. Il faut tester. Tester ça. Il faut voir comment tu te sens. Et là, ensuite, c'est juste une question de pratique, puis vous devenez meilleur. Alors, la prochaine diapo, je veux parler de myélosuppression, qui est un mot compliqué pour dire que la plupart des agents en chimiothérapie vont avoir un effet sur la moelle osseuse. Et ça peut créer des changements en hémoglobine, en cellules blanches et en neutropénie, thrombocytopénie. C'est des mots compliqués, mais c'est basse hémoglobine, bas platelets et des cellules blanches. Alors, il faut le savoir pendant qu'on fait de l'exercice. C'est important de le savoir pour les professionnels. Comme ça, on peut vérifier et juger et modifier si besoin. Donc, le type d'exercice qu'on recommande. Alors, le plus important quand on parle d'exercice et qui rentre dans la fatigue, c'est les bas taux d'hémoglobine. Alors, les cellules rouges. Alors, si les cellules rouges sont basses, alors ça veut dire l'hémoglobine est bas. Alors, ça veut dire que le transport d'oxygène est difficile. Votre corps a besoin du même taux d'oxygène. Vous avez besoin de constance. Alors, votre cœur va battre plus bas parce qu'il travaille plus fort pour avoir l'oxygène qui passe à travers le corps. Alors, c'est une ligne
très fine, entre juste très bas, et des fois quand c'est un peu bas, ça peut aider l'énergie. Ça veut dire qu'on est plus efficace dans le transport d'oxygène, l'utilisation d'oxygène, mais il y a une ligne. Et cette ligne-là, et il y a une ligne spécifique si on est, et votre médecin va vous dire si vous avez besoin d'une transfusion. Puis ça, c'est un cas extrême, puis vous ne devriez pas être en train de faire de l'exercice, vous devriez être au lit en train de vous reposer. Mais il y a une grande variabilité ici entre pas de repos et les choses qu'on peut faire. Alors, encore une fois, on va utiliser comment on se sent. Votre corps va vous le dire. Si votre pouls est à travers le plafond, si vous êtes en train de monter les escaliers. OK, alors ça serait une journée d'étirement? Oui, étirement, ça pourrait être une journée tai chi, yoga, quelque chose qui est doux, qui n'est pas demandant physiquement, mais qui ne vous requiert pas à faire trop. Alors, souvent, ces chiffres-là sont faciles à trouver sur les laboratoires. Alors, en chimio, vous allez le voir et votre docteur va vous le dire. Pour les globules blancs, alors, si vous avez des globules blancs bas, vous êtes à risque d'infection. Alors, ça ne change pas nécessairement le type d'exercice, mais où vous allez le faire. Alors, définitivement, considérez, et les oncologues vont vous dire, allez pas dans une piscine publique pendant le traitement. La plupart des gyms, c'est difficile à vérifier. Notre gym est plus petit. On donne la permission, mais ça dépend du niveau encore une fois. Alors, c'est cas par cas. Et aussi pour le confort du patient, le niveau de confort du patient. Et pour les platelettes, vous avez un plus gros risque de segment. Alors, c'est quelque chose qui est plus contact. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au football ou au rugby pendant le traitement, mais il faut juste être au courant de... vous pouvez saigner, ça peut être quelque chose de très bénin. Là. J'ai frappé le coin de la machine, puis vous allez avoir un ecchymose. Alors, soyez au courant de ce qui est autour de vous, soyez au courant de toutes ces choses-là. Oui, puis la belle chose aujourd'hui, surtout avec les globules blancs, c'est qu'il y a des choses qui sont disponibles en ligne auxquelles vous pouvez avoir accès à la maison. Alors, si vous ne pouvez pas aller quelque part, vous pouvez aussi participer à la maison et avoir ces bienfaits-là aussi. Oui, c'est un outil fantastique et je pense qu'une chose avec la pandémie, c'est que il y a eu une explosion de choses en ligne, ce qui est fantastique. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr s'il devrait faire une vidéo, il devrait communiquer avec un professionnel et juste voir si c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors, je sais, Anty et moi, on serait très heureux à aider avec ce genre de choses-là. Alors, l'autre effet secondaire qu'on a mentionné, c'est la neuropathie périphérique. Alors, l'engourdissement, les fourmis dans les doigts. Alors, surtout pour les chimiothérapies à base de platine. Souvent, les cancers colorectaux, c'est ça qu'ils reçoivent. Alors, pour ce qui est des traitements, alors ça, c'est le traitement. On n'a pas vraiment de traitement pour les neuropathies. Ce qu'on sait par contre, c'est que la désensibilisation, c'est quelque chose qui a été utilisé dans différentes sortes de neuropathies, donc diabétique, pédiatrique aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Il n'y a pas d'études pour les populations cancéreuses pour voir l'effet, mais ce que je peux dire, c'est que ça ne peut pas faire de mal. Alors, si vous voulez essayer, il y a certaines choses qu'on peut faire et c'est en fait utile si c'est commencé très tôt. Si vous avez 6 mois de neuropathie, ça va être très difficile à comme avoir un changement. Alors, c'est quoi la désensibilisation? C'est de causer de la confusion dans le cerveau pour la sensation dans cette place-là. Alors, des bains de contraste. Alors, ça serait d'avoir du chaud, de l'eau chaude et ensuite du froid. Et on alterne une minute. On fait ça quelques fois.
Alors, une théorie, c'est que on enlève les toxines et l'autre chose, c'est les sensations, les exceptions extrêmes, puis on veut créer de la confusion dans les signalements. L'autre chose que je recommande, c'est alterner entre, par exemple, de la soie, puis ensuite quelque chose comme un tapis rugueux. Alors, quelque chose de très doux. Donc, on va utiliser les pieds comme exemple. Alors, 1 ou 2 minutes avec la soie, puis ensuite aller avec un tapis rugueux. Faites ça pendant 1 ou 2 minutes et faites ça pendant à peu près 10 minutes tous les jours. Puis ça va juste aider, encore une fois, juste mélanger les signaux nerveux. Est-ce que ça fonctionne? Je peux pas dire, honnêtement. C'est vraiment quelque chose à long terme. Oui, pas assez de recherche, mais comme tu as dit, il n'y a pas d'effet négatif. Tant qu'on est dans la zone de confort, il n'y a pas d'effet négatif. Oui, puis avec certaines chimios, ils disent le froid n'est pas nécessairement toléré. Alors, le bain en contraste, c'est peut-être pas une bonne idée si c'est cette chimio-là. Pour ce qui est de la sécurité avec les neuropathies, alors c'est sécuritaire, mais peut-être qu'il faut faire des ajustements. Peut-être qu'il faut changer la tenue sur certaines choses, les rendre plus gros pour les poids, par exemple. Prioriser les machines versus les poids libres pour, euh, pour justement le grip, la tenue et le positionnement. Peut-être pas être debout, on va peut-être le faire assis. Puis une autre chose qu'on va vérifier pour la plupart de nos patients, mais spécifiquement si vous êtes sur la chimio, c'est on va vérifier l'équilibre et la balance. Parce que si vous n'avez pas de sensation dans les pieds, ça va avoir un effet là-dessus. Et on ne veut pas que vous tombiez. Alors, on va s'assurer que ça devienne une partie importante de votre entraînement. Oui, mais quand je fais de l'exercice avec un professionnel, est-ce que je peux améliorer mon équilibre et ma démarche? Absolument. Le plus on le pratique, le plus rapide les signaux se rendent au cerveau. Alors, les mouvements, la sensation, tout ça, c'est un signal. Ça passe à travers les nerfs, ça va au cerveau, on a une rétroaction. Alors, quand on travaille sur l'équilibre, c'est exactement ce qu'on fait. On veut que ça devienne équilibré. On veut que le cerveau réagisse rapidement pour se repositionner. Même chose avec la démarche. On peut toujours le pratiquer. OK? La dernière chose que je voulais mentionner, pas tout le monde a ça, mais c'est une partie importante de ce qu'on fait. C'est quelque chose qu'on doit prendre en considération quand on choisit l'exercice pour nos patients. Si à cause des traitements qui peuvent affecter la densité osseuse ou si vous avez un cancer avancé et vous avez des métastases osseuses, l'exercice est très important, mais ça doit aussi être très spécifique, très spécialisé. D'abord, l'autorisation médicale est requise. Votre médecin, l'équipe médicale doivent être au courant et d'accord. Rencontrer un spécialiste, kinésiologue, physiothérapeute, c'est très important dans ce cas-ci pour s'assurer qu'on donne des exercices sécuritaires puis qu'on a des suivis réguliers. Et définitivement, un des problèmes sur lesquels on travaille, c'est la prévention des chutes. On veut vraiment travailler sur l'équilibre et sur ces choses-là parce que les chutes peuvent causer des fractures et on veut éviter ça. Et il y a certains mouvements, certaines activités qu'on ne recommande pas. Donc, on veut éviter des hyperflexions, hyperextensions, trop de poids. Si on fait des extensions, des flexions dans le tronc, on ne veut pas rajouter de la résistance et on ne veut pas des motions de torsion rapide. C'est à éviter. Alors maintenant, c'est encore une fois anti. Oui, alors je pense que ce qu'on peut en déduire de toute l'information que Nadia et moi a donnée aujourd'hui, c'est que il y a des protocoles, il y a des lignes directrices, il y a des choses que la communauté scientifique se sont mises d'accord. Mais en pratique, Nadia et moi, on peut vous dire
que ce n'est pas nécessairement facile d'implanter 150 à 300 minutes d'exercice par semaine. Il y a tellement de choses qui arrivent. Alors, si on dit qu'aujourd'hui, un patient a décidé que, OK, je veux essayer l'exercice, je veux intégrer ça dans mon programme hebdomadaire, la première chose, c'est de parler au médecin spécifiquement si vous voulez venir faire de l'exercice chez nous à Hope and Cope. On aurait besoin d'une consultation et une autorisation médicale en fait. Et une fois que ça c'est fait, la consultation peut être avec nous. Ensuite, il faut déterminer le niveau d'énergie que vous avez. C'est quoi le niveau d'énergie avec lequel on travaille? C'est quoi la capacité physique en général? Et il faut le respecter. Il ne faut pas surtraiter non plus. On va établir des objectifs à court terme, des objectifs à long terme, et ensuite découvrir quel genre d'activité que vous aimez. Et si vous détestez marcher sur un tapis roulant, on ne va pas vous mettre sur un tapis roulant. Si vous aimez le vélo stationnaire, définitivement, on va le faire. Ça doit être amusant, plaisant. Ça ne devrait pas être quelque chose de désagréable à faire. Ça ne devrait pas être une obligation. L'autre chose, et la partie difficile avec l'exercice, c'est si on se dit je dois le faire, je dois faire 300 minutes, faire 300 minutes par semaine, ça va être très difficile de commencer. C'est un peu comme le 5 minutes que Nadia mentionnait plus tôt. Faites juste vous habiller en premier. Habillez-vous, commencez avec 5 minutes. Et comme Nadia a dit, une fois qu'on commence, généralement, on réalise, OK, ben je peux le faire, puis on va en faire un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Et ça peut être fait à la maison, mais ça peut aussi être fait au gym avec la supervision d'un kinésiologue physio. On est juste là pour aider avec le processus. Et vous allez être capable d'être autonome à travers le processus éventuellement. Alors, un petit peu, va loin, petit train va loin, même si les chiffres sont gros, 5 minutes, c'est plus qu'assez si c'est tout ce que votre énergie vous permet de faire. Alors, très souvent, les gens se demandent, qu'est-ce qui arrive si j'arrête de faire de l'exercice? Si j'abandonne, si tout allait bien, puis là, ça fait une semaine, puis j'ai rien fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, la première chose, c'est on veut juste d'éviter la culpabilité. C'est correct. C'est correct. Faut reconnaître que c'est correct de ne pas être 100% du temps. Faut être empathique et patient envers soi-même. Après ça, il faut réaliser que c'est ce qu'on va faire après qui est important. Recommencer. Recommencer. Habillez-vous 5 minutes. Et généralement, les gens vont revenir. Et c'est toujours y aller un jour à la fois. On ne peut pas anticiper comment on va se sentir avec les traitements. Alors, il faut être patient avec soi-même, il faut être intuitif et juste le prendre un jour à la fois. C'est simple comme ça. Alors, ça c'est juste une diapo de sommaire. On a parlé de plusieurs choses ici, mais l'exercice a beaucoup de bienfaits sur la santé, que ce soit maintenir un bon poids, capacité physique, récupération post-traitement, réduction du risque de récurrence, de la maladie et aussi la meilleure qualité de vie. Alors, si l'exercice est quelque chose que vous voulez commencer, alors on recommande fortement que vous veniez à Hope and Cope. Nadia et moi, on serait plus qu'heureuses de vous aider avec ce processus-là. Oui, alors définitivement, nous sommes une ressource communautaire et nous sommes ouverts à
tous les patients pour le cancer à Montréal et aussi plus loin si possible virtuellement. Mais il y a d'autres façons d'être actif. Il y a le Y local, les centres communautaires. Chaque quartier a un centre communautaire. S'ils ont des piscines, ils ont des gym outils. Et aussi, juste aller en ligne. YouTube a différentes sortes d'activités que vous pouvez suivre et des programmes d'exercice. Alors, on fait partie des ressources communautaires à Hope and Cope. Alors, nous sommes un bloc du Jewish General sur Côte-Sainte-Catherine. Tous nos services sont gratuits pour les patients en cancérologie. Typiquement, on voit les patients à partir de 2 ans du diagnostic. Par contre, s'il y a un cancer avancé, on va quand même vous voir à travers tout le processus du cancer. Et spécifiquement pour les programmes de réhabilitation, on a des consultations virtuelles, des entraînements en personne et on a des groupes. Il y a Qigong, Tai Chi, Yoga, danse latine et des services de musculation aussi. Et ça, c'est nos contacts, nos informations pour les deux. Si jamais vous avez besoin de nous poser des questions ou si vous voulez une consultation, on peut vous guider pour comment le faire étape par étape. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ici aujourd'hui et pour nous avoir donné et pour donner des services tellement incroyables à la communauté. Je sais que les patients adorent aller chez Hope and Cope et tous les services que vous donnez. Il y a vraiment un bienfait pour l'exercice. Puis juste vous avoir là, les aider avec ces journées difficiles et les questions difficiles. Et juste avoir quelqu'un pour les guider. Oui, merci et merci de passer le mot. Oui, en fait, j'ai une ou deux petites questions que j'aimerais poser. Alors, je sais pour nous, parce que à cause du cancer colorectal, il y a un problème très courant qui est l'incontinence ou avoir de la difficulté à garder soit les selles ou l'urine après la radiothérapie. Et on a souvent entendu parler de thérapie du plancher pelvien. Et je sais que c'est encouragé pour les patients de commencer même avant la chirurgie et d'intégrer ça dans la routine. Je voulais juste un peu avoir votre opinion là-dessus. Absolument. Alors, si vous savez que vous avez l'incontinence légère avant, définitivement, allez faire ça en premier. Si vous pouvez avoir une consultation, c'est pas tous les physios qui font le plancher pelvien, c'est une pratique très spécialisée. Et même dans le plancher pelvien, il y en a qui sont spécifiques pour urinaire, intestinal, la douleur. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive avec la fibrose, la radiation. Alors, assurez-vous que vous trouvez quelqu'un, et si vous avez quelqu'un bouche à oreille, quelqu'un qui a eu des succès, définitivement, c'est un bon point de départ. Alors oui, on a vu des beaux résultats avec la physiothérapie du plancher pelvien parce que ces muscles-là, c'est comme tous les muscles. On sait qu'ils doivent rester forts, ils doivent être flexibles, ils doivent être capables de relaxer. Alors, l'incontinence, c'est une chose, mais avec la fibrose, c'est d'être capable de laisser aller la contraction puis laisser aller des tissus cicatriciels aussi. Alors, c'est très, très utile. Malheureusement, moi, je fais pas ça, mais j'encourage fortement de trouver si nécessaire, définitivement. Oui, puis j'ai une patiente qui a posé la question dans les derniers jours où, suivant la chimiothérapie, on peut avoir le sentiment comme si on s'est entraîné comme des douleurs musculaires, la fatigue musculaire, puis elle a trouvé que l'activité physique aidait les symptômes.
Est-ce que vous encouragez les gens? Alors, avec la douleur, c'est quoi un peu la limite? Comment est-ce qu'on sait quand il faut aller voir un médecin, puis quand est-ce qu'on décide de juste continuer puis faire de l'activité physique? Anti, est-ce que tu veux que j'y aille ou est-ce que tu veux y aller? En fait, tu peux y aller avec la douleur. OK. Alors, la douleur, c'est difficile. C'est difficile et c'est pas une recette pour tous. Alors, définitivement, j'encourage, si vous pouvez essayer de faire une routine et vous n'avez pas de souffrance immédiatement après ou pendant, c'est généralement un bon signe. Alors, et des fois, c'est juste pas le bon temps. Par exemple, les gens qui ont des bas niveaux de globules blancs, ils vont avoir une injection pour stimuler la production. Alors ça va causer des symptômes comme la grippe et de la douleur dans les os. Alors, à moins que vous pouvez aller marcher tranquillement, puis c'est tolérable, puis il n'y a pas trop de douleur, super. Mais sinon, trouvez ce qui va aider à réduire la douleur. Souvent, c'est les compresses chaudes, les bains, les massages doux d'un être cher. Mais c'est pas une réponse facile comme aller faire de l'exercice. Non, non, ça dépend. Et souvent, c'est comme essai-erreur. C'est comme, je l'ai fait la dernière fois, je vais l'essayer. Oui, puis c'est comme on a dit plus tôt, écoutez votre corps, parlez-vous, voyez comment vous vous sentez le moment avant de commencer, puis voyez comment vous vous sentez. Exactement, puis aussi avec la douleur, c'est que c'est très difficile à trouver c'est quoi les limites tout seul. Ça peut être un peu épeurant. Alors définitivement, trouvez quelqu'un dans votre communauté, un spécialiste qui peut vous guider à travers le processus. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on y va très progressivement. Alors si la douleur est déjà là et le patient est prêt à essayer, on va commencer avec des volumes très bas d'exercice. Alors très peu de répétitions, des sets, peu de sets et peu de poids. Alors, ça, c'est pour la musculation. Alors, très petit et on progresse. Peut-être à chaque semaine, on augmente. On demande aux patients aussi de vérifier comment ils se sentent tous les jours ou les semaines qui suivent l'exercice parce que le sentiment de douleur va pas nécessairement venir immédiatement. Alors, juste de vérifier pour ces symptômes-là pour les jours qui suivent. Pour le cardio, on va commencer avec 5 minutes. C'est le 5 minutes magique encore. Et après 5 minutes, est-ce qu'on peut faire un autre 2 minutes? Est-ce qu'on peut faire un 5? C'est cette progression-là qui va nous aider à comme déterminer qu'est-ce que le patient est capable de faire et ultimement amener de la confiance, une espèce de confiance en soi. On veut qu'ils se sentent comme ils sont en sécurité quand ils font de l'exercice. Et ça continue de pousser. Ah, ben je suis capable de le faire, je vais continuer. Mais la douleur, c'est très, très, très délicat et difficile. Et oui, puis c'est le cycle. On dort mieux après l'exercice, la réduction de la douleur. Alors, ça peut être vraiment une cascade, un effet de cascade. Oui, puis des fois, c'est un effet d'équipe. C'est comme, faut être en communication avec l'équipe médicale. Peut-être il y a de la médication qui est requise. Puis là, on peut travailler avec l'équipe et décider sur le bon dosage et avoir tout ce spectre-là, parce que c'est vraiment un spectre. Une autre chose qu'on voulait mentionner, c'est que des fois, après la chimio, il y a de la tension musculaire, puis des fois, juste le bouger, ça aide avec la relaxation. Puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être intensif. Des fois, ça peut être juste danser ou juste le mouvement, puis juste être fluide. Et c'est pas rien de fou spectaculaire, c'est juste bouger le corps. Alors, je vais terminer sur ces superbes paroles parce que c'est vraiment ça qui a été le bienfait de cet exercice-là. C'est on bouge un peu,
On voit comment ça va, on progresse, puis travailler avec l'équipe qui peut vous soutenir pour que vous soyez confortable, puis que ça soit une expérience plaisante. Et l'exercice a plein de bienfaits, puis ça vaut la peine de l'intégrer dans votre vie et dans vos activités journalières. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.